ceux qui n'étaient pas là, une très belle vie. Et là, depuis le début, on n'a pas fait les voies expliquées. Nous avons commencé la transmission d'une force et d'une puissance. Nous sommes là dans la transmission d'une force et dans le cas de la poulie fixe et de la poulie mobile. On avait déjà commencé, et là nous poursuivons avec le travail d'entrée et le travail de sortie. Suivez. On a vu le travail de sortie, vous avez défini ce que c'est le travail de sortie. C'est le travail de la force de sortie. Mais dans le cas d'une poulie, le travail de sortie c'est quoi? C'est la charge, c'est le travail du poids. Vous savez que le poids c'est une force et le poids exerce une force lorsqu'on fait monter la charge. Ce travail de sortie est noté WS. WS égale à quoi? Égale à FS fois LS. Dans le cas d'une poulie, on a dit que LS est égal à H. Parce que la charge monte d'une certaine hauteur. Si nous avons une poulie simple fixe, L est égal à H. Et si nous avons une poulie mobile, LE est égal à 2H. Et aussi H est égal à LS dans le cas d'une poulie simple fixe. Ensuite, deux puissances d'entrée et puissance de sortie. C'est quoi la puissance d'entrée? C'est la puissance de la force d'entrée. Donc, lorsque vous soulevez le seau, vous exercez d'abord le travail. Et ce travail est lié à la puissance. Donc, c'est quelle puissance? C'est la puissance d'entrée. Nous avons défini la puissance, c'est le quotient du travail par le temps. Donc, puissance d'entrée est égale travail d'entrée divisé par le temps. Puissance de sortie. C'est la puissance de la force de sortie. Nous avons dit ici que notre force de sortie, dans le cas d'une poulie, c'est le poids. Alors, WS égale, d'abord PS égale à WS sur T, la puissance de sortie. Si WS est égal à M fois G fois H, dans quel cas on a vu cette formule? Dans le travail du poids. Très bien. On a vu cette formule dans le travail du poids. Et on remplace WS égale à MGH divisé par T. Le rendement. Nous avons dit qu'on appelle rendement le quotient de la puissance de sortie par la puissance d'entrée. Il se note R. Donc, vous connaissez la puissance d'entrée, vous connaissez la puissance de sortie. On peut calculer le rendement. Parce que la force que vous exercez pour soulever la charge n'est pas totalement transmise par, c'est-à-dire pour soulever cette charge. Le frottement absorbe une partie de cette puissance. Et vous allez constater que la puissance ne sera plus la même à la sortie. Le rendement n'a pas d'unité. Pourquoi? On ne peut calculer le rendement que si les deux puissances sont exprimées par la même unité. Pas que là vous avez le kilowatt et là vous avez le watt et vous calculez le rendement, vous faussez. Il faudrait que les deux puissances soient exprimées par la même unité et en ce moment on calcule le rendement. Il est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que je sais que je viens de dire, parce que une partie de la puissance d'entrée est absorbée par les forces de frottement. Et cette puissance est appelée puissance perdue. Donc, si bien que la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie plus la puissance perdue par le frottement. Voilà, en un mot, comment on peut définir le rendement.
On peut aussi calculer le rendement du poulet à partir du travail de sortie par le travail d'entrée et autres machines simples. Pourquoi on utilise les machines simples? Nous avons cité les exemples de machines simples. Quels sont les exemples de machines simples que nous avons cités? Nous avons la poulie à deux gauges. On a déjà vu la toute première, c'est la poulie simple fixe et la poulie mobile. Vous avez vu que lorsque on veut soulever une charge avec la poulie mobile, l'intensité de la charge que vous exercez alors, est égale à la moitié de la charge. Donc, en un mot, la poulie mobile nous facilite la montée de la charge parce que la poulie mobile réduit les efforts. Contrairement à la poulie simple fixe, la poulie simple fixe nous facilite seulement la montée. Mais sauf que l'intensité de la force de sortie est égale à l'intensité de la force d'entrée. Donc là, ça nous facilite seulement. Mais les intensités sont égales. Nous avons également, donc les machines simples sont des dispositifs qui nous facilitent du travail ou en réduisant les efforts. Donc, ça nous réduit les efforts. On distingue les machines simples utilisées pour l'élévation d'objets et les machines simples utilisées dans le transport d'objets. Pour l'élévation, on a cité la poulie à deux gauches, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore, on n'a pas encore réfléchi. Vous avez le palan, vous avez le plan incliné, vous avez le treuil et 3 points de suspension. Ça, ce sont des machines simples. Vous voyez le fil, c'est quoi? Le plan incliné. Voilà, vous avez par exemple un fûtier ici. Suivez-le. Vous avez un fûtier ici. Mais vous n'arrivez pas à faire descendre ça et ça pèse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez une planche et vous faites ceci. Ici par exemple, vous avez quelque chose qui amortit le mouvement, qui amortit le mouvement. Alors ici, le camion est là, la voiture est là, chargée de fûts. Pour éviter que ça s'abîme, que les fûts là s'abîment, qu'est-ce qu'on fait? Alors on met une planche ici. Voici la voiture qui s'arrête ici. On met seulement une planche. Et qu'est-ce qu'on fait? On amène le fût ici et on fait rouler, ça roule sur cette planche. Et ce dispositif est appelé le plan incliné. Vous avez également le palan, la poulie à deux gauches. Oh, comment s'il te plaît? La poulie à deux gauches, on a schématisé. Voici l'exemple d'une poulie à deux gauches. Voilà, vous avez ça. Et vous avez encore ça. Voilà. Le creux là, c'est ce qu'on appelle gauche. Oh, le creux là, c'est ce qu'on appelle gauche ou réa. Là aussi, nous avons une gauche. Donc, c'est la poulie à deux gauches. Ici, on met la corde. Là aussi, on peut mettre la corde. Vous avez... Excusez-moi. Oui. Quand vous parlez de deux poulies, les deux poulies sont collées. Oui, collées. On dit une poulie à deux gauches. Vous avez le treuil. C'est parce que le treuil là n'existe pas quand vous partez par exemple à l'Institut Thomas Sankara. Ce dispositif aussi existait. On creuse un trou et il y a un dispositif. Vous avez, c'est comme ça à peu près, suivez, voilà comment ça se présente, un treuil, et vous avez une corde qui est là. Et voilà la charge qui est là. Vous exercez, suivez, oh là là, je me dehors. Alors ici, vous
vous avez par exemple là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà vu ça, non? Voilà. Ça, on l'appelle treuil. Vous avez la charge qui est là. Voici la charge qui est là. Vous avez la manivelle qui est là. Et là, vous avez le tambour. Ça, suivez là. Vous avez le tambour ici. Je veux soulever la charge. Qu'est-ce que je fais? Je tiens la manivelle et je tourne. Au fur et à mesure, le tambour tourne et la corde s'enroule et la charge monte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un treuil. Pour le transport d'objets, vous avez la brouette qui est là. On pousse. Vous avez déjà vu ça? Je vois le bidon. Actuellement là, pour puiser de l'eau, qu'est-ce qu'on fait dans le quartier là? Comme l'eau de LCD, quoi. C'est pratiquement vraiment totalement inexistant. Donc les pompes que nous avons là, ça ne sert absolument presque à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on demande, c'est-à-dire avec 50 francs, vous prenez quelqu'un qui vous transforme même 6 bidons. Vous avez vu ce que nous appelons communément les coro. C'est ça, non? Mais oui, on appelle ça le coro. Et vous voyez même 6 ou 7, 8 bidons, on transporte. Donc c'est une machine simple parce que ça nous facilite le transport. Est-ce que vous voyez là? Bien. Vous avez le chariot, ça aussi. Autrefois, vous voyez, on amène et où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est même dans les garages, même dans les... là, on vend. Et on met seulement quelque chose et on soulève, voilà, on transporte. C'est ce qu'on appelle les coro. Soit, oui, dans le centre hospitalier, on peut trouver également les coro. Oui. C'est quoi le chariot? Le chariot, c'est que je vous ai dit. C'est un dispositif le plus souvent, on voyait le chariot à la gare pour transporter les colis. Vous n'avez jamais vu ça? Pour transporter les colis, parfois on avait besoin de chariots. Vous arrivez, vous mettez le colis, c'est, je crois, comment ça s'est présenté là. Donc, il y avait, par exemple, 2 roues ici, vous avez 2 roues, et voilà comment c'est présenté. Donc, vous avez 2 roues. Voilà. Vous arrivez là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 colis, on met le colis ici. Et vous attrapez, vous poussez. Alors, ce dispositif est appelé chariot. Oui, mais il y en a plusieurs. Bien, voilà, en un mot comment. Là, c'est pas bon. Là, on a mis la main. Bien, suivez. Nous avons fini avec, la transmission d'une force et nous passons à la transmission de puissance dans une discipline. Transmission d'une puissance. Transmission de puissance dans une discipline. Les organes de transmission. Voici la discipline que nous avons schématisée. Suivez. Ici, nous avons seulement représenté les parties qui sont utiles pour transmettre le mouvement. Les parties qui interviennent dans le mouvement. Ici, nous n'avons pas schématisé la bicyclette en tant que telle. Nous avons seulement schématisé les parties, c'est-à-dire qui interviennent dans le mouvement. Voici les roues que nous avons ici. On les appelle les roues dentées. Pourquoi roues dentées? Parce que ces roues portent les dents. Donc ici, vous avez l'entrée et là, nous avons la sortie. Voilà, c'est vous suivez là. Pendant que j'explique, j'ai vu les notes de discipline ici. Test. Ici, nous avons la pédale. Lorsque on veut se déplacer, le cycliste met son pied sur la pédale et exerce une force. La pédale
transmet le mouvement à un organe qu'on appelle la manivelle ici. La manivelle transmet le mouvement à ce qu'on appelle le plateau ou pédalier. Et le pédalier est solidaire à l'axe, transmet le mouvement à la chaîne. La chaîne transmet le mouvement au pignon. Et je vous ai dit que dans une bicyclette, on peut avoir plusieurs plateaux. On peut avoir 2, 3 plateaux. Qui a déjà vu, voilà, les vélos VTT par exemple, possèdent plusieurs plateaux. Mais le vélo simple ne possède qu'un plateau et un pignon. Suivez. Donc, le plateau et le pignon sont appelés les roues dentées. Donc ici nous avons les plateaux, ou on peut encore appeler pédalier. Cet ensemble, c'est-à-dire les parties là, la partie où intervient le cycliste est appelée entrée et la sortie c'est le pignon. Donc cette partie-là est appelée sortie. Là nous avons la chaîne qui transmet tout simplement la force de l'entrée vers la sortie. Voilà comment se déroule. Nous allons voir. Mais ici, il y a encore des organes qui sont impliqués dans le mouvement, mais malheureusement, on les a pas représentés. Quels sont ces organes ici? C'est-à-dire ces organes interviennent dans le mouvement, mais malheureusement, ces organes ne sont pas représentés. Quels sont ces organes? Oui, oui, lesquels? Les pneus. Non. Oui. On les appelle tout simplement les dérailleurs. On distingue 2 types de dérailleurs. Le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Quel rôle jouent ces organes-là? On verra ça. Mais quel rôle joue le dérailleur? Ça sert à quoi? Vous n'avez jamais... Oui, il y a un doigt là, oui. Suivez. C'est qui? Oui. Pendant que vous voulez, pendant que vous déplacez, pendant que vous êtes à la bicyclette, suivez. Vous voulez changer de vitesse. Qu'est-ce que vous faites? Suivez. On tourne. Oui, on tourne. Voilà. C'est-à-dire que vous manœuvrez sur le dérailleur. Et quand vous manœuvrez, que fait la chaîne? Ah, très bien. La chaîne se déplace d'un pignon à un autre ou encore d'un plateau à un autre. Et en ce moment, que devient la vitesse de la bicyclette? La vitesse peut faire comment? Peut augmenter ou encore soit diminuer. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, ce sont les organes qui interviennent dans le mouvement, mais sauf que ces organes-là ne sont pas représentés ici. On doit les citer toujours. À ce sujet-là, on doit toujours les citer. Donc on passe, les principaux organes sont